Le Burkina Faso prépare la reprise des classes. Le plan de riposte de continuité éducative sur fond de la pandémie du Covid-19 est adopté par le gouvernement. Aussi, la semaine prochaine, les forces de l'ordre seront mobilisées pour que tous les Burkinabés se conforment au port obligatoire de masques. Ainsi en a décidé l'exécutif burkinabé au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu ce soir. Dans cette édition, on vous parle des autres grandes décisions prises. Le gouvernement burkinabé est désormais autorisé à gouverner par ordonnance. La loi d'habilitation qui vient d'être adoptée lui donne plein pouvoir pour agir vite et efficacement dans la riposte au coronavirus et faire face aux urgences sociales et économiques de la crise qu'impose la Covid-19. On vous en parle dans ce journal. La rue conteste les résultats des législatives au Mali proclamées le 30 avril par le Conseil constitutionnel. Dans plusieurs villes du pays, des manifestants bravent le couvre-feu pour faire entendre leur colère. Est-ce le début d'une crise post-électorale? Vous aurez la réponse de Benjamin Kwame. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, parlons de ce drame qui frappe le Libéria depuis hier. Une mine s'est effondrée à Mazakpa, une localité frontalière de la Sierra Leone. 50 corps ont été extraits de la mine, mais le bilan pourrait s'alourdir. Les secours continuent à rechercher les disparus. Dans ce pays qui est l'un des plus pauvres au monde, l'attrait de l'or et du diamant amène les populations à prendre de graves risques. Conséquence des mines clandestines prolifèrent avec des tragédies comme celle de Mazakpa qui se multiplient. À milieu du Libéria, le Kenya pleure également ses morts. 200 personnes noyées dans des inondations en l'espace d'un mois. 5000 autres personnes ont vu leurs biens emportés et leur culture détruite et se retrouvent aussi dans la difficile vie de personnes déplacées. Les autorités demandent aux personnes qui vivent dans des zones inondables comme le long des fleuves de quitter temporairement leur communauté. Ces fortes pluies surviennent après celles de la fin de l'année dernière, apportant avec elle une seconde vague de criquets dont d'immenses essaims se forment au Kenya et d'autres pays d'Afrique de l'Est. Les observateurs redoutent la famine dans la sous-région et une situation qui pourrait s'avérer encore bien pire avec le contexte de crise du coronavirus. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'éclair dans le ciel kenyan. Les météorologues annoncent d'abondantes pluies ce week-end. Dans l'actualité également au Burkina Faso, le Conseil des ministres s'est tenu en ce jour. Le Covid-19 était au centre des discussions. Les cours reprendront si et seulement si tous les gestes barrières à la Covid-19 sont respectés par tous les acteurs. Par ailleurs, dès la semaine prochaine, les forces de l'ordre et de sécurité seront déployées pour veiller sur l'obligation du port de masque. Aussi, certaines décisions ont été prises. Je vous propose d'écouter à cet effet le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandino. Il s'exprime ici au micro de Alain Koulibaly et de Achille Ouedraogo. Au niveau de la situation nationale, le ministre en charge de l'éducation nationale, l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait au Conseil le point de la mise en œuvre du plan de riposte pour la continuité éducative. Et point par point, donc, les activités qui ont été prévues ont été présentées. Il a également fait le point des rencontres d'information et d'échange avec les acteurs et les partenaires du monde de l'éducation, mais avec également les responsables religieux et coutumiers pour présenter un peu le processus qu'il a mis en œuvre. Le Conseil donc a instruit pour que les éléments essentiels qui sont la mise à disposition des masques pour les enseignants, pour le personnel administratif et pour les élèves, ainsi que les éléments de distanciation et de lavage de mains soient mis en place avant toute arrivée des élèves dans les dispositions pour les cours. Plus loin, nous allons revenir là-dessus, nous avons adopté un décret pour faciliter justement les évaluations. Ce qu'il est important de rappeler dans ce domaine-là, c'est que pour le gouvernement, la rentrée administrative a effectivement eu lieu le 4, avec des situations différentes d'une région à une autre, et que les rentrées prévues pour le 11, pour ce qui est de l'université, comme a dit le Merci, vont pouvoir se faire, que les rentrées prévues pour les centres de formation professionnelle, comme a dit le ministre en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, vont également pour se faire, et que pour
Pour l'enseignement d'éducation nationale, nous avions prévu une rentrée le 11 et nous espérons effectivement que les masques mis à disposition permettront de le faire. Si jamais à la date du 11, les élèves n'avaient pas le nombre de masques requis, effectivement le gouvernement sera en mesure de décaler de quelques jours, mais il n'est pas question d'envoyer un seul élève à l'école s'il n'a pas les masques à sa disposition. Le port du cache-nez ou du masque qui était un peu défaillant, que dans certaines gares, notamment les gares privées, il y avait un certain nombre de lacunes. Nous avons mis ça sur le fait que la mesure est entrée en vigueur il y a quelques jours, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais des instructions ont été données au ministère de la Sécurité pour que tout car qui est pris avec un passager sans masque ou cache-nez soit arraisonné et que le propriétaire réponde de ce qui se passe. Le passager, lui, forcément, il ne pourra pas continuer, mais il faut que le propriétaire aussi réponde de cette situation. Je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes dans un processus. Et comme nous savons tous que nous allons vivre avec cette maladie extrêmement contagieuse, il faut qu'un certain nombre de gestes deviennent des gestes qui soient élémentaires pour nous. Le port du masque en fait partie. Je crois qu'il faut attirer l'attention sur cela. Parfois, on n'arrive pas, parce qu'on n'est pas dans une bonne compréhension, à faire la distanciation. On le voit dans certains magasins, on le voit dans certaines mosquées, et pourtant il faut arriver à cette distanciation-là, et il faut à ce port du masque. Le président du FASO a interpellé les ministres en charge de chacun de ces secteurs-là, d'avoir un œil extrêmement avisé sur la mise en œuvre de ces mesures, de rappeler sans cesse aux différentes communautés, qu'elles soient religieuses ou que ce soit les organisations de fêtières, les transporteurs, des commerçants, leur responsabilité dans l'application de ces mesures. Il est important que chacun s'assume à ce niveau, le gouvernement ayant en charge d'assurer les contrôles, mais je rappelle qu'il y a une sensibilisation que nous devons mettre en œuvre et que la répression ou le contrôle ne sont efficaces que si les personnes comprennent qu'elles sont elles-mêmes acteurs de cette situation et qu'elles doivent s'y impliquer. Voilà une autre grande décision que l'Assemblée nationale a prise. Le gouvernement burkinabé à Quintus pour prendre des ordonnances dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Le projet de loi d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance a été adopté hier par l'Assemblée nationale. Cette loi permettra au gouvernement burkinabé de disposer d'un moyen juridique pour prendre des mesures urgentes dans un délai de 3 mois. On en sait plus avec Ahmed Nanema. Face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement burkinabé a adopté un plan de riposte allant des mesures restrictives de liberté individuelle et collective aux mesures de restriction de la liberté du commerce et de l'industrie. Si certaines mesures relèvent de la compétence du gouvernement, d'autres par contre doivent être autorisées par l'Assemblée nationale. C'est donc dans l'optique de se donner un moyen juridique que l'exécutif soumet au Parlement pour adoption le projet de loi portant loi d'habilitation à légiférer par ordonnance. Ce qui n'est rien d'autre qu'une demande de délégation de pouvoir à l'Assemblée nationale. Pour le ministre de la Justice et garde des Sceaux René Bagoro, le gouvernement a jugé utile d'introduire ce projet de loi qui vient d'être adopté afin d'avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale pour prendre des mesures rapidement. La mobilisation contre le Covid-19, selon lui, implique une grande réactivité dans la prise des mesures nécessaires pour freiner la propagation de la maladie. Cette loi permettra donc à l'État de s'en servir de façon légale dans divers domaines, notamment la justice, la santé, l'économie et les finances, la sécurité ainsi que le commerce. Au terme des débats, la loi d'habilitation est adoptée avec 47 voix pour, 12 contre et 2 abstentions. Quant à l'opposition, qui a voté contre la dite loi, il y a lieu de s'inquiéter car elle manque de visibilité et de pertinence dans la mesure où l'on constate un relâchement des mesures telles que l'ouverture des marchés, des lieux de culte et la levée de la mise en quarantaine des villes. Cependant, le ministre de la Justice se veut rassurant concernant l'application de la dite loi car, dit-il, il s'agit de mesures bien définies qui font l'objet de contrôle a priori du Conseil constitutionnel, mais qui doivent également faire l'objet d'un contrôle a posteriori par les parlementaires. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale prête son pouvoir
mais aura la capacité de le récupérer par ce qu'on appelle les lois de ratification et de contrôler les mesures prises. Les ordonnances qui seront prises, selon lui, doivent être déposées avec un délai de 3 mois à compter de sa date de publication. Il y a quelques semaines, LCA vous relayait l'initiative de Nestorine Sangaré de mobiliser des fonds pour soutenir la lutte contre la Covid-19. Les résultats sont aujourd'hui là. Plus de 19 millions de francs CFA collectés. Cette somme a permis d'acquérir 10 moniteurs multiparamétriques qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé cet après-midi même. Oumou Konaté, Constantin Sieda. Aucun lit de réanimation ne peut fonctionner sans cet appareil. Il s'agit là d'un moniteur multiparamétrique. Le multiparamétrique permet de surveiller de façon continue tout malade admis en soins intensifs. Et en cette période de Covid-19, le moniteur de surveillance médicale est un pain béni. C'est un échantillon des dons qu'a fait Nestorine Sangaré et ses collaborateurs au ministère de la Santé, un geste de solidarité pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Et en tant que citoyens, nous avons voulu simplement apporter notre pierre parce que nous avons vu que les besoins sont là, les besoins sont immenses et que nous pouvions faire quelque chose pour apporter un plus à ce que l'État est en train de mobiliser comme ressources, de faire comme effort. C'est pourquoi donc un grand nombre de citoyens ordinaires, des citoyens lambda, ont mis la main à la poche et nous avons eu donc la contribution de près de 1500 personnes. Il y a des personnes individuellement, mais aussi il y a des associations. En parlant de ceux qui ont contribué pour faire de ce projet une réalité, il y a entre autres des anciens étudiants de l'Université catholique de Bobo-Dioulasso et l'Ordre des avocats du Burkina Faso. L'apport que nous avons pu faire est de 7 millions, étant donné que nous sommes dans des situations difficiles. Pour le moment, c'est ce qu'on a pu faire et nous espérons que cela sera utile à la santé des Burkinabés. En accompagnant cette initiative citoyenne, pour nous qui est populaire, permettra sans nul doute de soulager les malades, mais il s'agit également d'un investissement à long terme parce que, ne s'agissant pas de consommables, même après le passage, après que nous ayons eu raison sur cette maladie, ces appareils serviront utilement à la population burkinabé. Des contributions allant de 125 francs à plus de 500 000 francs CFA ont permis de réunir plus de 19 millions pour offrir 10 moniteurs aux différents centres de santé afin de venir à bout de la maladie à coronavirus au Burkina. Le Burkina Faso qui enregistre à ce jour 41 nouveaux cas de coronavirus, dont 35 importés du Niger et 6 transmissions communautaires. Il y a également eu 7 nouvelles guérisons et 0 décès. Du côté de la lagune Ébrié, le procureur poursuit ses investigations sur l'affaire Guillaume Soro. De nouvelles arrestations sont opérées une semaine après la condamnation de l'ancien président de l'Assemblée nationale à 20 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Les investigations de ces derniers mois ont permis de retrouver dans la lagune de la station balnéaire d'Assini un arsenal. Toujours selon le magistrat, ces armes seraient arrivées là à bord de 4x4 et ont été stocké au siège de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement politique de Guillaume Soro. Les données de téléphones portables et de certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers et 5 civils. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le 17 avril 2020. Au Togo, un sujet défraie la chronique, la mort du colonel Bitala Maljouba. Ce haut gradé de l'armée togolaise a été retrouvé mort dans son bureau lundi matin. L'officier supérieur qui commandait le 1er bataillon d'intervention rapide de la première région militaire depuis la refondation de l'armée en 2014 a été vu en public pour la dernière fois dimanche à la cérémonie d'investiture du président de la République. Pour les besoins de l'enquête, toutes les personnes de son entourage immédiat sont en train d'être auditionnées. Affaire à suivre.
Au Mali, la colère ne faiblit pas. Quelques semaines après la publication des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, la tension est encore vive dans le pays. Des manifestants contestent et dénoncent les différences entre les résultats provisoires annoncés par le ministère de l'administration territoriale. Des contestations intervenues dans plusieurs villes du pays, faisant fi parfois des heures du couvre-feu en vigueur. Une situation qui suscite l'indignation chez plusieurs partis politiques de l'opposition. On voit la suite avec Benjamin Kwame. L'instauration du couvre-feu dû au coronavirus et même la situation sécuritaire morose dans le pays n'empêche pas les nombreux Maliens en colère de sortir dans les rues. Près d'une semaine après la publication des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, la colère est encore au rendez-vous. Sikasso, Sévaré ou encore Bamako, des manifestants sont descendus dans les rues pour, disent-ils, dénoncer les différences entre les résultats provisoires. Nous voulons les vrais résultats des élections législatives. Le parti qui a perdu dit qu'il a gagné. Donc on coupe les routes. Des slogans lancés par les manifestants. D'abord, contestant ces écarts, les manifestants dans les rues estiment que ces résultats provisoires sont favorables au parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali. La Cour constitutionnelle a annoncé que le RPM avait emporté 51 sièges sur les 147 que compte l'Assemblée nationale malienne. Ensuite, la CODEM, la Convergence pour le développement du Mali, dit être indignée. Comment comprendre qu'une communauté choisisse une personne pour la représenter et que la Cour décide de passer outre ce choix, s'est-il interrogé. Pour le parti, le pays fait déjà face au coronavirus et à l'insécurité. Il ne faut pas en rajouter. Et un autre cadre du parti au pouvoir de rétorquer. Le résultat obtenu reflète le poids réel du parti sans ingérence aucune. Il poursuit en indiquant que la Cour constitutionnelle est l'institution qui gère les contentieux. Elle a examiné les différentes requêtes avant de se prononcer. Que l'on soit d'accord ou pas, sa décision s'impose à nous, a-t-il martelé. Enfin, il faut savoir, selon les observateurs avertis de la scène politique malienne, même si les manifestations se poursuivent à Bamako, les candidats malheureux ne disposent d'aucun recours juridique. Les professionnels de sciences juridiques indiquent également que ni les chiffres de l'administration territoriale, ni les chiffres des bureaux de vote issus des procès-verbaux ne sont apposables à la Cour. Pour eux, le ministère organise des élections, mais c'est à la Cour, en tant qu'autorité indépendante, d'en assurer la régularité et elle n'a pas à revenir sur ces résultats. Depuis la proclamation des résultats définitifs, les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont au centre des débats, au point qu'un important dispositif sécuritaire a été déployé devant le domicile de la présidente de la Cour constitutionnelle. Sachez également que les revenus pétroliers ont chuté de 80% au Nigeria. Le gouvernement avait déjà annoncé en mars une baisse drastique de son budget établi à plus de 10 000 milliards de naira, soit 33,8 milliards de dollars, d'environ 15% à cause de la chute des cours du baril dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus et de la guerre des prix entre les grandes puissances pétrolières. Le budget initialement calculé à partir d'un baril à 57 dollars avait alors été revu sur la base d'un baril à 30 dollars. Il vient cette fois-ci d'être revu à la baisse sur la base d'un baril à moins de 20 dollars. Le FMI a approuvé la semaine dernière un financement d'urgence de 3,4 milliards de dollars pour aider le Nigeria à faire face à la crise actuelle. Une somme encore insuffisante pour le géant anglophone qui espère emprunter près de 7 milliards de dollars aux différentes institutions internationales. Retour au Burkina Faso pour clore cette édition au Burkina où justement la fermeture des écoles laisse oisifs les élèves qui ne manquent pas d'initiative pour se distraire. Entre baignade et pêche, chacun y va de sa passion. À Ouagadougou, des jeunes élèves se livrent à ces loisirs dans le barrage de Tanguin. Mais c'est un cadre de divertissement qui laisse à désirer au regard des eaux insalubres dans lesquelles s'amusent ces jeunes gens. Voyez de vous-même dans ce reportage signé Ahmed Nanema. Quartier Tanguin, nous sommes à quelques encablures de l'hôtel Silmandé. En contrebas de la route, une scène particulière, une baignade d'enfants. En fait,
Il s'agit d'élèves qui ont pris pour piscine de fortune le barrage de Tanguin. Les écoles étant fermées pour cause de coronavirus, ces élèves se retrouvent en ce lieu pour se relaxer en attendant la reprise des cours. Bon, on est venu pour nous détendre un peu. Juste comme il y a le coronavirus, il n'y a plus d'école, on vient souvent pour nous détendre un peu seulement. Conscients des risques de noyade qui pourraient survenir, ces jeunes disent être organisés pour éviter le drame. Et ceux qui ne le connaissent pas trop, ils restent au bord de l'eau. Et ceux qui le connaissent, comme les grands détails, eux, ils partent un peu devant. Bon, il y a un groupe ici qui surveille les grandes personnes. Là, quand on voit un enfant seulement qui veut se noyer, on part au secours seulement. Ni l'État et ni même la qualité des eaux ne constituent un obstacle pour ces enfants qui veulent à tout prix vivre ce bonheur que procure la fraîcheur de l'eau, surtout en cette période d'intense chaleur. En vérité, c'est vrai, elle n'est pas bonne, elle est trop sale aussi, mais on n'a pas le choix. Comme aussi on voit à la télé des gens qui plongent dans les piscines, mais comme on a vu, on n'a pas le moyen, donc aussi nous on vient souvent aussi pour nous détendre ici. Pendant que les uns se baignent, d'autres tirent leur plaisir de la pêche. De temps en temps, je viens souvent ici pour pêcher, pour prendre du temps, quoi. Comme malheureusement l'école est fermée, donc je suis venu ici pour m'amuser un peu. Cet élève en classe de 3e pêche des poissons pour se distraire, mais en fait également un gagne-pain. Non, parfois je donne à mes parents, parfois je les vends. Beaucoup à 500. Oui, ça peut arriver à 10 poissons. 10 poissons à 500. Oui. Ce loisir auquel s'adonnent ces jeunes ici dans le barrage de Tanguin leur permet certes de passer du bon temps. En revanche, ces derniers s'exposent au risque de contracter certaines maladies liées à la mauvaise qualité des eaux. Et comme ce dicton qui dit qu'à défaut de ce que l'on veut, il faut se contenter de ce que l'on a, ces enfants qui n'ont pas les moyens de s'offrir une baignade dans une piscine se contentent du barrage de Tanguin. Quoi, le soleil n'oublie jamais un village petit futile. Voilà qui met fin à cette édition du 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.